de tirer parti de la présence de Jean-Louis et de Sylvie aujourd'hui, c'était d'avoir une petite discussion entre nous et avec quelques personnes pour voir maintenant comment tirer parti d'INAFAC, du collectif d'INAFAC, et comment connecter le collectif avec le public, puisqu'on a fait un site web, on a créé un collectif, c'est pour en parler. Et c'est pour pouvoir éventuellement répondre à des questions du public. Donc la question est, quel est l'objectif de l'INAFAC et comment optimiser maintenant, faire en sorte que l'INAFAC ne soit pas trop statique, ne soit pas quelque chose de figé, mais qui puisse être utile à l'avenir. Derrière la question, alors je vais te poser une question très simple, qui est à laquelle on n'a pas répondu, à laquelle le collectif n'a pas encore répondu de manière franche. La question, c'est la connexion du collectif d'INAFAC avec Ferran Precious, de la TIBT. Est-ce que pour faire une bonne interaction entre tout ce que nous faisons sur la gestion durable, sur la certification, on a créé donc la marque Ferran Precious, l'initiative Ferran Precious. Moi, j'ai l'impression que la connexion du collectif d'INAFAC avec Ferran Precious ferait sens, mais il faut bien préparer le terrain, il faut que vraiment ce soit utile et à l'INAFAC et à Ferran Precious. J'avais une remarque complémentaire à ce que tu disais. C'était juste pour donner un exemple très pratique. La question qui se pose, il me semble, se pose en face aujourd'hui, en fait, on entend tout. Une phase où il va y avoir un certain nombre de renouvellements des plans d'aménagement. Et donc, le premier d'entre eux et le plus beau, c'est CEB, hein, donc qui va passer à partir de l'année prochaine, quelque chose comme ça. Et donc, on s'engage sur les 25 prochaines années et sur le plan d'aménagement de CEB. Ce qui se profile à l'horizon, c'est que l'exercice, on va dire, la facilité serait de reproduire à l'identique le plan précédent. Merci aux bailleurs de fonds. Ce qui serait d'une part très décevant, mais d'autre part, compte tenu de ce que vous avez fait et de l'implication de CEB dans ce processus, comment on fait pour aider CEB ou pour soutenir CEB à ce qu'ils nous construisent quelque chose, et nous on sera prêt à financer ça évidemment, qui soit un peu porteur d'abord d'une dynamique pour l'ensemble du secteur, mais aussi pour eux-mêmes, qu'on puisse s'imaginer un futur un peu innovant et un peu plus durable sur les 30 prochaines années sur cette concession. Donc on est en face d'un... Il y a CEB aujourd'hui, mais demain, il y a tous les autres qui vont y passer. Il y a Rougier, il y a CIB, il y a IFO, etc. Voilà. Enfin, très concrètement, c'est on fait quoi parce que la facilité, ce sera de refaire exactement la même chose. Hein. Je peux compléter la question. Je ne peux pas y répondre parce que je vais vous laisser répondre. Mais juste pour compléter la question, donc, il y a effectivement des plans d'aménagement qui vont être à renouveler prochainement. CEB en premier, Rougier et les autres. Donc effectivement, je crois qu'il y a déjà des réflexions en cours d'ailleurs par le CEB et Rougier sur comment faire avec des approches un peu différentes qui pourraient être comparées pour évaluer quelle est la meilleure. Et après, je pense que c'est dans cette réflexion, pour l'instant, ils travaillent un peu chacun de leur côté et il y a quelques discussions, mais je pense qu'assez rapidement, il faudrait quand même aussi élargir pour que les autres acteurs qui vont être concernés à l'avenir puissent aussi participer à cette réflexion et que se voient pas imposer des mesures ou des choses qui seraient prises par ces deux entreprises-là et d'autres. Donc il faut voir comment est-ce qu'on peut animer une réflexion là-dessus pour arriver à proposer un standard d'aménagement de deuxième rotation. Non, je pense, en écoutant Nicolas, là, est-ce que ça aurait du sens, on va dire scientifiquement, pour vous,
de se lancer dans un exercice, on va dire, d'évaluation rétrospective, enfin, ou du bilan des plans d'aménagement. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui objectiverait d'une certaine façon, ou en tous les cas qui serait adossé à un référentiel scientifique un peu crédible, s'appuyant effectivement sur le bilan de ces plans d'aménagement, alors commençons par CEB et Rougier par exemple, enfin on pourrait imaginer autre chose, est-ce que ça aiderait effectivement à faire des propositions pour la suite? Franchement, concernant CEB, je préfère te laisser démarrer, après je pourrais continuer. Ok, donc peut-être rappeler ce qu'est le collectif d'INAFAC. Je ne sais pas si tout le monde, le connaît. Tout le monde n'était pas là hier quand on l'a présenté. Donc le collectif d'INAFAC, c'est un collectif qui regroupe aussi bien des organismes de recherche que des associations, que des entreprises forestières privées engagées dans une démarche de gestion durable, ainsi que des administrations forestières. Et donc ce collectif d'INAFAC repose notamment sur un réseau de dispositifs permanents qui vise à étudier l'évolution de l'écosystème forestier, la dynamique forestière et l'impact de l'exploitation forestière sur cette dynamique. Et donc, ça nous a permis de dresser les différents travaux qu'on a menés donc, avec Sylvie Gourlet-Fleury du CERAT et l'Université de Liège, Jean Blou Agrobiotech, à laquelle je fais partie, ainsi que Nature Plus et d'autres organismes qui ne sont pas là aujourd'hui, nous ont permis de dresser un ensemble de recommandations en vue d'assurer une plus grande durabilité des plans d'aménagement. Donc la question est de savoir dans quelle mesure nos recommandations peuvent être mises en œuvre dans le renouvellement des plans d'aménagement. Alors un premier élément, on a pu obtenir des données qui sont beaucoup plus précises sur la dynamique forestière, donc notamment des estimations de vitesse de croissance des principales espèces, ce qui va nous permettre d'estimer de façon beaucoup plus robuste la reconstitution de la ressource au bout d'une rotation, donc qui est le temps qui sépare deux passages en coupe. Parmi les recommandations, il y a le passage de la rotation à 30 ans et la nécessité de reconstituer 100% du stock des espèces commerciales prises globalement. Et donc c'est déjà quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Le message n'est pas si évident à faire passer. L'harmonisation des diamètres minimums d'exploitation, on en a parlé hier, c'est aussi un sujet qui est difficile. Et donc le rôle du collectif d'INAFAC, c'est, je pense, premièrement, de discuter avec les administrations forestières, justement, pour garantir que ces mesures puissent être mises en application. Plus spécifiquement, au niveau de CEB, je pense que CEB, Precious Woods, n'est pas le meilleur modèle, parce qu'on est quand même dans des forêts assez particulières, où il y a beaucoup de savanes, où on a une dynamique des populations d'Okoumé, qui est la principale ressource qui est particulière, et donc pas nécessairement de gros problèmes en matière de reconstitution, de renouvellement de la ressource. Ce problème peut être beaucoup plus complexe dans d'autres sociétés qui travaillent dans des forêts plus âgées où on a une moindre constitution de la ressource. Mais donc je pense qu'effectivement avoir des discussions sur une évaluation rétrospective des plans d'aménagement qu'on a dit durables et que finalement on s'aperçoit que ce n'est pas si durable, parce que on n'arrive pas à reconstituer en 30 ans ou en 25 ans ce que la forêt a mis des siècles à constituer. Je pense, oui, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Même à la limite, imaginer un autre système d'exploitation qui ne repose peut-être pas sur une rotation telle qu'elle est prévue actuellement, serait quelque chose d'intéressant. Le gros problème, c'est qu'il ne faut pas créer une concurrence entre les sociétés qui sont prêtes à jouer le jeu et les sociétés qui sont encore dans l'illégalité. Mettre des mesures de plus en plus compliquées, imposer des mesures de plus en plus compliquées auprès des sociétés forestières qui sont engagées dans la gestion durable et la certification, ça crée aussi une distorsion avec des entreprises qui sont dans l'illégal. Oui, moi je peux compléter avec d'autres éléments. Quelque chose dont on n'a pas du tout parlé hier, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, c'est que pendant les projets là, qui se sont déroulés ces dernières années, dans les mêmes projets, on a développé un logiciel, un modèle et un logiciel qui s'appelle DAFSIM, qui permet donc à partir de données d'inventaire, notamment des compagnies forestières, à partir de l'information qu'on a tirée du suivi des dispositifs, qui permet de prévoir le futur sur l'information que les compagnies forestières peuvent mettre dans le logiciel. Et ce logiciel-là, donc, il a été présenté dans différents endroits en Afrique centrale auprès de différents partenaires, donc les compagnies privées, l'administration forestière, etc. Et
petit à petit, ça commence. Alors, l'intérêt de ce genre de logiciel, c'est qu'on aborde tout dedans. C'est-à-dire que c'est avec ces logiciels-là qu'on voit, qu'on se demande finalement, quand on est une compagnie forestière, de quel type d'information il faut disposer pour pouvoir l'insérer dans le logiciel, d'où viennent les données de dynamique forestière que l'on a prises et que l'on va aussi insérer dans le logiciel. Pour ceux qui étaient là hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit le problème, c'est que dans les grands types forestiers d'Afrique centrale, finalement, on n'a que 5 dispositifs qui peuvent fournir l'ensemble de l'information. Ça veut dire qu'on suppose que toutes les compagnies forestières qui sont situées dans les différents types ont des espèces qui fonctionnent toutes de la même manière. Et ça veut dire aussi que dans ces logiciels de prédiction du futur, on introduit des données qui viennent de ces 5 sites-là. Donc on espère qu'ils sont représentatifs, mais c'est ce que je vous avais mis des petites limites hier, en disant que tout n'est pas représentatif. Mais donc en réfléchissant et en manipulant ce logiciel, on se pose toutes les questions essentielles. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va exploiter, comment est-ce que ce qu'on va exploiter pousse, combien il y en a, et comment ils vont se reconstituer, comment est-ce qu'ils vont évoluer dans les 30 ans qui viennent. Donc on a vraiment maintenant un outil qui commence à intéresser certaines compagnies dans lesquelles ils peuvent réfléchir de ce que sera le futur. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose que je voulais dire, je voulais revenir sur CEB qui est en train de réfléchir à sa deuxième rotation. Donc, il y a également le groupe Rougier qui réfléchit à cette deuxième rotation, donc sur ses concessions au Gabon, et avec lequel nous avons déjà échangé pour voir comment est-ce qu'on pourrait éviter, alors, c'est pas éviter, mais peut-être alléger la façon de penser la deuxième rotation en ne repassant pas par les inventaires d'aménagement complets qui ont été faits lors de la première rotation. Donc l'idée est de savoir finalement quelle est l'information accumulée qu'on peut utiliser et qui nous permette déjà, à partir de tout ce qu'on sait, de projeter quel sera l'avenir de l'exploitation forestière dans leur concession. Voilà. Cet avenir, de toute façon, très probablement, alors évidemment, après, c'est des simulations, c'est-à-dire on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de dire, on part de ça, on sait que ça doit se comporter à peu près comme ça, voilà ce qu'on risque d'avoir, en faisant tel choix, telle décision, voilà ce qu'on risque d'avoir dans les 30 ans qui viennent, quoi. Voilà, c'était pour compléter. Oui, et selon moi, je veux dire, c'est quasi impossible à court terme de revoir le modèle d'aménagement. Compte tenu de la composition de la forêt, des normes actuelles, du temps nécessaire pour l'évolution des normes, pour les entreprises qui doivent renouveler leur plan d'aménagement, je pense qu'on est reparti sur exactement le même type de plan d'aménagement, avec une rotation idéalement qui devrait être de 30 ans par rapport au premier plan d'aménagement. Ici, il me semble indispensable d'assurer 100% de la reconstitution des stocks, tout en sachant que la qualité des arbres a aussi diminué avec le temps. Ils sont restés principalement des arbres qui étaient moins bien conformés. Et donc, je pense que la plus grande des mesures qui est à prendre par le secteur privé, c'est d'assurer une diversification en matière d'exploitation et aussi une diversification en matière de production. C'est adapter les outils industriels à l'évolution de la ressource forestière. Je pense que si on veut évoluer vers des modèles qui sont peut-être plus élaborés, qui tiennent davantage compte de la civiculture, de la mise en place d'une civiculture, ça va prendre beaucoup plus longtemps. Comme on l'a dit hier, il est indispensable d'assurer le renouvellement des différentes espèces, mais on est sur des espèces qui, un peu comme en région tempérée, vont prendre 50, 60 ans au mieux avant d'être exploitables. Et donc on est quand même sur du moyen terme, voire du long terme, si on veut vraiment faire évoluer, selon moi, le type d'exploitation actuelle. Oui, je suis un peu déprimant. Juste pour compléter un tout petit peu ça, avec quelque chose qui pourrait, quelque chose qui serait vraiment idéal, ça c'est ma vision à moi, qui est de dire il faudrait qu'on ne soit pas tout le temps concentré sur les mêmes espèces et qu'on soit capable de balancer d'une espèce à l'autre. Parce qu'il y a les espèces qu'on retrouve. Bon, je reprends le cas du sapelli, qui concerne quand même beaucoup de personnes dans la région, pas forcément le Gabon, mais en tout cas les autres pays. Bon, le sapelli, c'est pas qu'il est en train de disparaître, mais c'est qu'il y aura plus de stock à exploiter. Pratiquement plus rien à la deuxième rotation. Seulement, le sapelli, il n'est pas en train de disparaître. Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, il y a toute la régénération qui est là. Il y a les juvéniles qui sont en train de pousser. Ça veut dire que si, on l'a très bien testé à Mbaïki, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter 30 ans, il faut compter 60 ans, en fait, pour beaucoup d'espèces. 60 ans, c'est la deuxième rotation. Ça veut dire qu'entre les deux, il faut avoir été capable d'exploiter autre chose. Il faudrait faire varier les mélanges d'une rotation à l'autre.
Oui. Bon, moi je suis d'accord avec l'essentiel sur le fond. Bon, il y a des choses toujours dont on peut débattre, notamment l'harmonisation des diamètres minimums. Peut-être on pourra y revenir plus tard. Mais sinon, globalement, sur le fond, je suis d'accord. Ce qui me gêne un peu, c'est la forme de la façon dont on présente les choses, en laissant penser que notre modèle d'aménagement, finalement, n'était pas bon. Alors que, globalement, je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas si mal bossé, et un peu tous. Le CIRAD avait commencé sur des premiers projets, Apidimaco, autres, et à définir le modèle. Et finalement, notre modèle, il n'est pas, à mon avis, il n'est pas à remettre. De toute façon, fondamentalement, en cause maintenant, il y a des ajustements à faire qui ressortent de Dinafor. Et effectivement, on est toujours dans l'idée de s'améliorer. Et puis maintenant, il y a des questions un peu d'ordre pratique de comment est-ce qu'on fait pour recueillir les données pour pouvoir préparer ces plans d'aménagement de deuxième rotation qui seront préparés selon des principes qui seront assez proches, de chercher à renouveler la ressource, à renouveler des stocks, à s'assurer qu'on va pouvoir toujours maintenir les différentes fonctions de la forêt. Donc je pense qu'il n'y a pas de révolution de ce côté-là. Par contre, en amenant des données qui avaient été acquises initialement il y a 25-30 ans, on a maintenant des données qui ont été collectées tout au long, y compris sur ce qui a été fait en exploitation, quels ont été les volumes qui ont été retirés, et puis donc des données de dynamique forestière qu'on peut maintenant intégrer dans les données qui nous permettront de préparer les plans d'aménagement de la rotation suivante, avec des données qui vont être aussi de qualité différentes selon les concessions, parce qu'il y a des concessions sur lesquelles on n'a pas la même qualité de données d'inventaire d'aménagement, on n'a pas forcément non plus les mêmes données d'exploitation qui ont été collectées avec la même qualité, donc peut-être que certaines concessions, on va devoir refaire ce travail de collecte d'informations par inventaire d'aménagement pour s'assurer d'avoir des données qui nous permettent de faire le plan d'aménagement de seconde rotation. Ensuite, effectivement, finalement, on redécouvre maintenant ce qui était déjà écrit dans les articles au moment où on avait fait les premiers plans d'aménagement, à savoir qu'on faisait effectivement l'hypothèse qu'en deuxième rotation, on allait pouvoir exploiter d'autres essences ou d'autres ressources, d'autres qualités dans les essences exploitées, et que c'était pour ça que dès le début, y compris dans des articles qui ont été écrits par tes collègues au CIRAD, on avait pris l'option d'avoir une reconstitution qui soit inférieure à 100% pour les essences qui étaient exploitées à ce moment-là, avec le pari qu'on allait compléter progressivement par d'autres essences. Bon, comme on l'a expliqué hier, pour l'instant, ça reste encore un défi qu'on n'a pas su relever, tous, je ne peux pas pointer du doigt quelqu'un en particulier, mais en tout cas, que pour l'instant, on n'a pas vraiment réussi à relever, et qui reste donc toujours d'actualité, parce qu'effectivement, il y a certaines forêts, au Gabon, en Okoumé, où dans tous les cas, on aura déjà une ressource suffisamment importante pour la deuxième rotation, et puis d'autres forêts sur lesquelles, si jamais on ne trouve pas de solution, à moyen terme, d'ici, c'est pas pour demain, mais d'ici 10, 20, 30 ans, selon les concessions, il n'y aura plus d'exploitation, puisque si on exploite que du sapelli, il n'y en a pas suffisamment pour permettre d'assurer la rentabilité d'un chantier. Donc là, à ce moment-là, c'est la pérennité de l'entreprise forestière elle-même qui est menacée. Je voudrais juste compléter, pardon, j'ai vu que juste un petit complément. Moi, parmi les choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui nous ont vraiment posé problème, c'est quand même ce qu'on a constaté dans le nord du Congo, et c'est vraiment la faiblesse incroyable, l'intensité extrêmement basse de l'exploitation forestière. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du 1 arbre à l'hectare, on est sur du 0,3 à 0,4 arbres à l'hectare. Et quand on imagine les investissements ou ce qui est fait, l'ouverture des pistes, toutes les ouvertures qui sont faites pour aller récupérer 0,3 arbres à l'hectare, il y a quand même vraiment un problème. Et nous, on avait planifié ça différemment. On avait dit, il y a moyen de récupérer, dans toutes les essences intéressantes, on peut récupérer entre 2 et 3 arbres à l'hectare dans cette zone-là. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne sert à rien, parce que du coup, le bois, il va rester là, tout simplement parce que ça coûte trop cher de le sortir. Il n'y a pas assez de demandes sur ces bois qui sont intéressants. Il n'y a pas assez de demandes pour que ça vaille le coup de les sortir de forêt. Et ça, c'est quelque chose, moi j'ai vraiment du mal à m'y faire, parce que ça veut dire qu'on va... Enfin voilà, bon, je vais pas, vous savez très bien comment ça se passe. Alors j'ai juste une remarque là-dessus, c'est vraiment... on ne peut pas réfléchir à la meilleure manière d'exploiter ou de concevoir l'intensité d'exploitation, les durées d'exploitation, les plans d'aménagement. La question, c'est pas de changer les plans d'aménagement, c'est de changer les valeurs des paramètres des plans. Ça, c'est vraiment... voilà. Mais réfléchir là-dessus, sans prendre en compte ce qui est absolument indissociable, c'est-à-dire ce que l'on peut sortir de la forêt, pour moi, on tourne en rond. Si ton micro ne marche pas, tu passes ton Allô. Ah non, c'est bon, ça marche du coup.
Moi, je me demandais, comme on parlait de nouvelles données dans les inventaires d'aménagement, est-ce que ce serait pas intéressant de directement et prendre en compte la qualité des arbres à l'inventaire d'aménagement et non plus à l'inventaire d'exploitation, et faire les modélisations uniquement sur les arbres de qualité? C'est fait? Ah, donc maintenant c'est fait comme ça? Le gros problème, c'est la qualité de l'estimation Ouais. initiale. Ok. Les inventaires d'aménagement, on prend effectivement en compte des classes de qualité pour les arbres au-dessus, des diamètres minimums d'exploitation pour les essences commerciales, mais très souvent, les équipes de terrain ne l'estiment pas très bien. Juste, oui, vas-y, parce qu'il y a Pierre Tati qui pourrait donner... Non, moi, j'ai juste deux points. Il me semble que renouvellement des nouvelles phases de plan d'aménagement, ça va permettre justement d'homogénéiser et d'avoir un itinéraire de prise de décision qui soit reconnu par l'ensemble de la profession. Parce que souvent, en fonction justement des paramètres d'aménagement qui ont été faits, les plans d'aménagement ont différentes, entre guillemets, qualités, qui fait qu'il y a sans doute eu, dans certains endroits, un appauvrissement supérieur de la ressource prise lors des décisions des plans d'aménagement, tout état de cause. Mais après, bon, si on prend le cas du Brésil, parce que je pense qu'on est entre guillemets dans le bassin du Congo quelque peu en retard, aujourd'hui une petite société forestière, non mais une société forestière au Brésil, elle exploite 6 mois par an, parce que le reste du temps, la forêt est inaccessible dans la plupart des endroits, puisque c'est complètement inondé, et ils exploitent une 50aine d'essences différentes, à plus petit diamètre, alors avec des normes d'aménagement un peu moins strictes, mais parce qu'il n'y a plus d'UP, oui. Mais ouais, mais bon, donc ils y sont allés. C'est pas nous qui allons faire la demande. La demande, elle, en gros, l'offre va, à mon avis, dans ce cas précis, va créer la demande. Et si l'exploitation forestière dans 15 ans continue dans le bassin du Congo, voilà, ils vont forcément se diversifier, aller très vite. Ça va commencer, à mon avis, avec la RDC, puisque la qualité des forêts est complètement différente. Donc c'est peut-être là où ils vont élargir le plus le scope, et peut-être que ça suivra, quoi. Et sinon, voilà, il y aura des modèles de conservation, des concessions. Enfin voilà, il y aura l'outil carbone qui est absolument pas valorisé, qui va devoir être mis en place là. Et enfin, moi, je suis pas extrêmement pessimiste, quoi. C'est soit ça s'arrête, ou alors ils vont diversifier. Et là, il faudra faire plus attention. Et voilà, on aura. Et après, dans le Nord Congo, dans certaines zones aussi, ça, tu l'avais vu. Il y a eu, c'est ce qui est assez intéressant, parce que je pense que c'est le seul modèle d'exploitation que j'ai vu comme ça, conscient du fracas, conscient des chablis qui étaient ouverts par certains sapellis. Ils ont quand même fixé, déjà abaissé le taux de prélèvement à l'hectare, de toute façon, pour éviter, pour préserver et amoindrir l'intensité des chablis. Donc, Alors, ouais. attention à ce problème de... je voudrais pas qu'on comprenne pas mal ce que je dis. Les forêts d'Afrique centrale, elles sont particulières dans la mesure où il y a beaucoup d'espèces qui sont les espèces héliophiles. Mais vouloir limiter au maximum l'ouverture, c'est pas une bonne idée. La question, c'est que c'est les dégâts qu'on fait, bien sûr. Il faut essayer de limiter les dégâts. Mais limiter l'ouverture, c'est pas forcément une bonne idée. Ça a généré des tas de débats sur est-ce qu'il faut faire vraiment le minimum d'impact, le minimum d'ouverture dans ces forêts-là. Non, il faut les ouvrir. Pensez juste, par exemple, toutes les zones où il y a de la yousse. Bon, la yousse, il s'est développé là, qui a été quand même assez recherché, assez exploité. La yousse, c'est fini, quoi. Enfin, la yousse, les conditions de régénération de la yousse, elles sont plus là, exactement comme il va y avoir un problème avec le péricopsis. C'est exactement pareil. Donc, on est vraiment dans des zones où la question, c'est pas vraiment l'ouverture. C'est les dégâts qu'on fait, c'est sûr. Mais cela dit, limiter l'ouverture, donc c'est pas une bonne idée. Puis deuxièmement, c'est toujours pour se concentrer sur le sapelli. C'est toujours le même problème, quoi. C'est-à-dire comment on fait en sorte que autre chose que le sapelli soit largement... Il faut quand même que ce soit abondant, il faut que ce soit effectivement utilisé par les gens qui vont l'acheter. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens veuillent acheter autre chose que du sapelli? C'est vraiment le problème. Alors j'avais un autre... Bon, ça m'est sorti de la tête, ça me reviendra. Merci à tous. En tout cas, bonjour, parce que j'ai quand même... Pardon? Ah. Bien sûr. Ok, merci Benoît. Bonjour à tous.
Je crois que j'ai pris un peu la balle au vent, mais je sais que j'ai suivi une partie de la présentation des collègues de la recherche sur Dinafor. Alors, j'ai un point de vue d'administrateur des forêts, donc de l'État, sur la question. Mais avant ça, j'aimerais juste savoir si dans les perspectives des programmes de Dinafor, il y a en vue la possibilité d'intégrer la dimension carbone à travers les tours à flux, comme on voit un peu à Yangambi. Ok, juste savoir, peut-être que vous répondrez à ce sujet. Alors, pour en venir à la question qui nous préoccupe tous ici, comment est-ce que ça se passe pour la deuxième rotation? Qu'est-ce qu'on va exploiter, puisque les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche montrent qu'il y aura problème pour mobiliser les mêmes volumes. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on appelle le bonus de forêt primaire, on ne l'aura plus, c'est sûr. Alors, comment faire pour, malgré tout, arriver à ça, parce que les investissements ont été calibrés par rapport à la disponibilité de la ressource. Mais je pense, et c'est là où je m'aligne sur la vision de monsieur Mathieu. Hein, en tout cas, je partage son optimisme. Mais est-ce qu'on a le choix que de mobiliser le reste des essences? Votre interrogation, elle est très pertinente. Comment faire pour que les gens achètent les autres bois? Mais vous vous rendez compte, ça fait quoi? Sinon presque un siècle que nous coupons le sapelli. Que le marché est demandeur du sapelli. Qu'avons-nous fait pour que le marché, sur le siècle, qu'avons-nous fait pour que le marché s'intéresse à autre chose? On a l'impression que rien n'a été fait. C'est comme si, aujourd'hui, s'il n'y a plus de sapelli, tout s'arrête. Est-ce qu'on peut envisager une telle hypothèse? Ce n'est pas possible. Nos forêts sont truffées de plusieurs essences. Hier, on parlait du Congo 300 à peu près. Je crois que c'est au Gabon, on a parlé de 400, etc. etc. C'est quand même un potentiel énorme. Regardez au Congo, d'après toutes les études plus récentes qui ont été faites, on a quoi, un potentiel de 8 millions de mètres cubes à mobiliser par an. Mais aujourd'hui, on en est à 1,8 million de coupés. Et là-dedans, 60% constitués de deux essences. Sapelli, Sapelli, Okume. Ce n'est pas normal. Alors qu'il y a des plans d'aménagement qui ont été faits, mais sur la base d'un certain nombre d'essences. D'un côté, les essences qu'on appelle les essences objectifs, et de l'autre, les essences de promotion. Qu'avons-nous fait de tout ce potentiel? Rien du tout. On a l'impression que nos partenaires du secteur privé se sont illustrés par une sorte de contentement, c'est-à-dire une sorte d'autosatisfaction. Dès lors que je peux déjà faire mon chiffre avec le sapelli, je m'arrête là. Il n'y a pas eu de perspective. Pour nous, c'est un challenge. Il faut arriver à couper, à exploiter le maximum d'essence possible. Et c'est là où je suis d'accord avec Mathieu quand il dit peut-être qu'il va falloir faire en sorte que l'offre détermine la demande. Il faut offrir sur le marché ce que nous avons. Et la recherche, là-dedans, a un grand rôle à jouer à travers ce qu'on a commencé à dire hier ici, communiquer sur les qualités de certains bois de substitution. Il y a un exemple qui a été pris hier ici concernant l'azobé, qui peut être substitué par une autre essence. Ce genre d'informations, on doit communiquer autour de ça. Nous pensons qu'il y a vraiment nécessité d'aller vers cette façon de voir les choses, c'est-à-dire pousser l'offre de sorte qu'elle détermine la demande. Je voudrais juste faire une petite réponse sur effectivement l'exploitation, tout ce qu'il y a ailleurs autour de l'Okoumé. Mais ça, on le sait depuis très longtemps en fait. Parce que tous les travaux qui ont été faits sur l'étude tous les travaux notamment de la technologie des bois au CIRAD a montré depuis très longtemps qu'il y a énormément d'espèces qui sont exploitables. Et les tests qu'on a fait à Mbaïki en République centrafricaine, quand on a exploité, on l'a complètement connecté au marché qu'on supposait à l'époque. On pensait que ça allait se développer à l'époque, et c'est pour ça qu'on est arrivé sur les intensités d'exploitation qui étaient de 4 arbres à l'hectare, ce qui était énorme. Et puis en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que les projections et ce qu'on avait fait, ça servait strictement à rien, parce que le marché n'a pas évolué d'un poil. Et évidemment, et on est bien d'accord que le problème, il n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on pourrait exploiter d'autre, on le sait déjà.
mais simplement comment on crée le marché. Et on sait très bien que, il y a eu de nombreux débats, notamment avec les compagnies forestières, c'est quels efforts sont faits au niveau commercial pour développer les choses dans les pays acheteurs. Bon, moi, je préfère laisser Nicolas s'exprimer là-dessus. Juste peut-être pour compléter ce que dit Sylvie, et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Nicolas, il ne faut pas dire que ce qui a été fait a été mal fait. Je pense que les plans d'aménagement ont permis de maintenir l'intégrité des forêts, et ça c'est déjà tout à fait crucial, de maintenir les divers services écosystémiques rendus par les forêts d'Afrique centrale. Mais c'est vrai que le mode d'aménagement actuel s'est traduit par une moindre disponibilité en essence commerciale des bois durs de très grande qualité. Maintenant, il reste effectivement toutes les autres espèces qu'il faut valoriser. Alors c'est peut-être difficile de les valoriser sur les marchés internationaux, sur l'exportation vers l'Europe, vers l'Asie, mais je pense que l'avenir des forêts d'Afrique, c'est le commerce au sein de l'Afrique. Et je pense qu'une diversification aussi au niveau des industries est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. Et là, je pense que mon collègue Tom DeMille peut peut-être donner un peu sa vision sur les produits qui auraient moyen certainement de mettre en place. Oui, voilà, peut-être pour appuyer ce que vient de dire Pierre et peut-être prendre le problème par l'autre bout, il y a cette émergence de ce nouveau type d'opérateurs, les industriels spécialisés qui ne sont pas forestiers, qui sont en train d'émerger, d'arriver en Afrique centrale. Ils ont commencé par le Gabon, évidemment, mais on sait qu'actuellement, ils sont en train d'être attirés dans les deux Congos, peut-être en Centrafrique, dans les zones économiques spéciales en cours de montage. Et peut-être que c'est le levier qui permettrait de diversifier la production forestière, parce qu'eux, ils arrivent avec leurs produits marchés. S'ils s'installent en Afrique centrale, c'est parce qu'ils ont déjà des marchés. Il faudra peut-être, même certainement, les concentrer, les orienter vers ces essences peu exploitées ou pas exploitées du tout, mais surtout pas les positionner sur les essences qui sont déjà valorisées. Donc là, il y a un levier important parce que ce processus d'attraction de ces nouveaux industriels est en cours et ce serait l'opportunité, effectivement, de les concentrer, de les focaliser sur ces essences qui ne sont pas actuellement valorisées. Oui, merci Jean-Louis. Je vais essayer de m'exprimer en français. Oui, c'est exact. Moi, je connais seulement le contexte RDC, en fait, région Yangambi et aussi région Mayombe. Et vous avez parlé de Touraflu aussi, par exemple. Oui. Quand vous voyez les données de l'inventaire, donc il y a pas de sapelli dedans. Les 12 espèces les plus abondantes sont pas du tout des espèces commerciales. Et là, oui, il y a des espèces héliophiles dedans, évidemment, qui poussent assez rapidement, mais qui ne sont pas du tout valorisées. Et oui, on parle toujours d'un seul produit, mais il y a plein des options. C'est un peu la même chose qu'on essaie de faire ici. Les scieries, par exemple, en Belgique, souffrent aussi, diversifient aussi. Ils font des produits comme le lamelé collé, mais je pense qu'aussi en Afrique centrale, c'est un des marchés à développer. Donc des espèces qui poussent très rapidement, qui n'ont pas nécessairement une qualité, une meilleure qualité, mais qui peuvent être utilisées pour des plis intérieurs. J'entends beaucoup parler de panneaux de particules, mais ces investissements, franchement, c'est impossible de le faire dans ce contexte-là pour le moment. Mais des produits comme le lamelé collé, lamelé croisé, comme le CLT, ça peut se faire assez facilement avec peu d'investissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à développer. On essaie de développer aussi ici. Donc il y a plein d'espèces à croissance assez rapide, mais qui ne sont pas du tout utilisées en forêt. Et ça, c'est quelque chose c'est un bon marché à développer. Oui. En lieu de toujours se focaliser sur le sapelli, oui. Pourquoi le sapelli? C'est à cause de ses qualités. Il y a une tradition, mais aussi la qualité qui est là, qui est bien connue, comme la fromose, il y a aussi. Mais bon, il y a plein d'autres espèces. Je ne dirais pas, on parle toujours de lesser known timber species. Bon, scientifiquement, ils ne sont pas lesser known, donc ils sont pas connus, ils sont très connus scientifiquement. Donc le CIRAT a une grande base de données de presque toutes les espèces en forêt, mais ils ne sont pas utilisés. Parfois, ils sont nerveux ou ils ont moins de qualité, mais ils peuvent être utilisés pour autre chose. Ouais. C'est tout à fait... oui, c'est une grande vide, en fait. Oui, il y a un grand potentiel. Oui. Bon, il va falloir qu'on clôture. Sylvie, vas-y, parce qu'il y a... Dis ce que tu veux. Ensuite, il y a deux inputs extérieurs à votre secteur. Quelques mots.
C'est Vas-y. une demi-minute. Absolument. C'était juste pour, à nouveau, pour continuer sur... je voulais juste parler des tours à flux, qui posent un sacré problème, et on est quand même quelques-uns à essayer de pousser justement pour qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à en installer une dans le nord du Congo, pendant qu'il y a une autre équipe qui est en train de réfléchir à l'installer au Cameroun. Donc voilà, il y a des réflexions qui sont en cours depuis déjà un certain temps. Et voilà, maintenant, la question, c'est de trouver les financements, parce qu'une tour à flux, je peux vous dire que ça coûte très cher. Alors, Bertrand, 30 secondes. Oui, je ne suis pas du tout expert, mais je connais un peu le sujet de l'offre et de la demande. Et quand j'écoute le sujet des essences Star et des LKTS, ça me fait penser un peu à la crise énergétique. C'est-à-dire que tant qu'on a des énergies fossiles, on n'arrive pas à développer les énergies renouvelables. Et on a toujours besoin de chocs pour faire accélérer les choses. Ce n'est pas la peine de trouver des boucs émissaires chez les entreprises, les États, le marché. On peut agir à la marge, mais tant qu'il n'y a pas un véritable choc, en disant préparez-vous parce que dans 3 ou 5 ans, il n'y aura plus de sapéli ou il n'y aura plus cela, de toute façon, l'industrie va se réorganiser. Donc le tout, c'est d'alerter suffisamment sur... C'est le cas vraiment des énergies renouvelables. Moi, ça me fait penser à ça. Tant que le pétrole est pas cher, abondant et plus commode, on ne développe pas les énergies renouvelables. Quand on est devant le mur, on le fait. Donc je pense qu'il faut quelque part alerter et faire peur au marché en lui disant anticipez, sinon vous serez en rupture. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait une tournée avec le directeur achat de la SNCF, parce que les traverses, les voies de chemin de fer, sur tous les endroits d'aiguillage au niveau des ponts et des tunnels, c'est obligatoirement des traverses en bois. Donc c'était la pression du lobby forestier français avait fait qu'ils avaient voulu copier de l'azobé, donc ils avaient mis du chêne avec un produit, bon ça s'est pas très bien passé pour la santé des cheminots, donc ils sont revenus à l'azobé, sauf que le principal fournisseur d'azobé actuellement, il est dans le Nord Congo, et parce qu'il respecte les dispositions de son plan d'aménagement, il avait un gap de 5 ans à la production d'azobé, donc plus du tout d'azobé. Donc le directeur des achats, qui est un grand ingénieur, etc., extrêmement réactionnaire, il voulait entendre parler que de l'azobé. Il voulait pas entendre parler de... il a homologué 5 autres essences d'Afrique centrale aujourd'hui, qui fonctionnent et qui sont sur nos traverses. Ils mettent 170 000 traverses. Chaque année sont changées en France, en provenance des bois du Congo et du Gabon. Et ils utilisent donc de l'Ocan, et ils utilisent 2 autres essences, ou 3 qu'ils ont validées en moins de 6 mois. Donc moi, c'est ça, j'ai pas de... Moi, je voulais aller dans le même sens que notre camarade. Moi, je connais pas bien l'Afrique, ni le bois d'ailleurs. Et puis en plus, je suis économiste. Alors, ça fait beaucoup de tard. Mais par contre, je connais bien l'Indonésie. En Indonésie, comme vous le savez, les forêts ont quasiment disparu. Il en reste qu'en Irian Jaya. Et du coup, les choréales, les mérantis, les bonnes espèces, il y en a tout simplement plus. Donc, on est déjà dans ce que disait monsieur. C'est pas dans 5 ans qu'il faut prévenir, c'est aujourd'hui. Et je vais juste vous donner un petit exemple, parce qu'il se trouve que je suis guitariste et que je connais bien les bois de lutherie. Les luthiers, la plus grosse usine de fabrication de guitares au monde, elle est à Bogor. C'est l'usine Samick Cort. Et ces gens-là, ils n'avaient plus de bois. Ils n'avaient plus de bois de qualité pour faire leur guitare. Et puis ils ont cherché, puis finalement ils en ont trouvé une qui était absolument excellente. C'est le Niato, c'est un palachium que vous avez peut-être connu il y a très très longtemps. Ça s'appelait le gutta percha. Et c'est avec ça qu'on faisait les toutes premières balles de golf à la fin du 19e siècle, à la fin du 18e siècle. Résultat des courses, aujourd'hui, le marché du Niato, il est en pleine expansion. Alors, moi, il m'intéresse tout particulièrement parce qu'il se trouve que c'est une espèce qui est très bien cultivée dans les VA, parce que moi, je m'intéresse au système agroforestier, et ça se coupe à 30 ans. Et ça fait des arbres de 80 cm à 30 ans. C'est un bois rouge. Bon, voilà, eux, ils ont réussi en très peu de temps à passer d'espèces qui ont disparu au Niato. Il y en a d'autres aujourd'hui, il y en a plein d'autres sur l'Indonésie parce que les bonnes espèces ont vraiment totalement disparu, et ce, en moins de 20 ans. Donc je suis assez d'accord avec monsieur en disant que oui, il vaut mieux prévenir avant, 5 ans avant, quand on peut. Et si j'ai le temps, je vais faire une dernière analogie qui n'a rien à voir avec le bois, c'est le poisson. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai vu un reportage absolument extraordinaire. Vous savez que les stocks de poissons sont en train de se casser la gueule, et en particulier celui de la morue. Et en fait, les bateaux qui ramassent ces poissons, ils ont 30 à 40% de leurs poissons ramassés qui sont aussi bons que la morue. Le seul problème, c'est que la morue, ça se vend 20 € le kilo, alors que ces poissons, ils les vendent entre 2 et 4 €.
Et ils disent, alors on fait comment on va faire pour vendre vos poissons? C'est exactement le même principe, comment on va faire pour vendre le bois? Et la réponse du type, c'était, il n'y a pas 36 solutions, il faut que ce soit Intermarché, Carrefour et Auchan qui disent aux gens, regardez, ces poissons, ils sont aussi bons que les autres, et ils valent 4 euros. Et on vendra ces poissons. Et il y aura moins de pression sur la morue, etc. etc. Il faudra arriver presque à... Enfin, l'analogie avec le poisson m'a paru évidente. Il faudrait arriver à faire que... Alors, ce n'est pas le consommateur final, parce qu'il n'y connaît rien, mais le consommateur intermédiaire, qui se dit, bah, ce que je ne peux plus faire avec le sapéli, je peux le faire peut-être avec 10 autres produits. Et comme en plus, grâce au CIRAD et autres, on a des fiches techniques, on connaît tous ces arbres-là, le passage, il n'est pas si difficile. Enfin, il n'apparaît pas si difficile que ça. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Mais il ne dépend pas que de l'exploitant. Mais il ne dépend pas que de l'exploitant. Exactement. Il faut que toute la clairement, filière... ça dépend plus de l'exploitant, parce que lui, il veut bien fournir quelque chose, mais c'est l'intermédiaire qui, encore faut-il qu'il soit suffisamment averti pour éventuellement acheter des produits alternatifs. Voilà, je pense qu'on va devoir conclure et il est l'heure, mais voilà, c'est un bon mot de conclusion. Je pense que l'avenir, il est là, c'est dans une valorisation des espèces secondaires, mais qui soient vendues à des prix qui soient compatibles avec la survie des sociétés forestières. La clé, elle est là, et aussi la valorisation des espèces à travers de nouveaux produits, donc sortir des produits habituels, évoluer vers d'autres produits type CLT, en valorisant toutes ces espèces secondaires qui finalement, ne serait-ce que d'un point de vue purement esthétique, parfois ont des propriétés qui sont tout à fait extraordinaires. Prenons le cas du fraqué qu'on arrive quand même difficilement à valoriser sur les marchés internationaux. Du fraqué bariolé, c'est magnifique. Et si on arrivait à vendre ça sur nos marchés européens, je suis sûr que voilà, ça intéresserait beaucoup de consommateurs. Juste en complément à ce que dit Jean-Louis, par rapport aux poissons, les essences de poissons secondaires, en analogie avec le bois, on ne pourrait pas les vendre à 4 euros. Il faudrait les vendre à 18 euros. Voilà. Oui. Alors, dans le bois, voilà. Et dans les alcatès, un des gros problèmes des essences moins connues, c'est qu'elles coûtent aussi cher que les autres à extraire. Donc, c'est ça le problème. Oui, merci. Je voulais juste encore ajouter, parce que j'ai entendu le mot fraqué, donc fraqué ou limba, donc, voilà, c'est exactement ça, mais aussi avec peu. Donc, je prends l'exemple ici, dans le hall, il y a Le Mailleux Lampin, hein, c'est qui travaille avec un importateur de bois belge. Hein, et ils ont 12 fours Thermowood, je ne sais pas si vous le connaissez, donc ça veut dire la modification thermiquement du bois. Donc, ils chauffent le fraqué et l'Aius pour 200 degrés pour 150 minutes. Et voilà, ça se vend, c'est devenu durable, hein, ça se vend pour des bardages à des prix très élevés, alors qu'on a commencé avec le limba clair, en fait. Ouais. Et c'est un grand marché hein, maintenant. Donc limba modifié, donc fraqué thermo-modifié et l'Aius, oui. Donc voilà. Ok. Bon, ben écoutez, Sylvie, un dernier mot peut-être? Encore des choses passionnantes à faire pour les chercheurs. D'accord. Bon. Ben, bon courage. Et il va falloir qu'on passe au panel suivant. Cécilia, Christophe, Mathieu. D'accord. Toujours, on continue avec le café hein, entre nous. Mais c'est pas mal finalement. Hein. Cécilia, Emmanuel Béranger, c'est